Voilà. Vous savez tous sur les membres de la commission, en tout cas les quelques-uns qui ont pu témoigner. Alors c'était intéressant d'avoir l'introduction des ministres, cette première table ronde sur les questions effectivement de levier de progrès, qui est un peu l'histoire originelle de ce label. Cher Jacques Toubon, vous avez effectivement pointé quelques points d'amélioration ou des points d'évolution qui ne relèvent pas obligatoirement effectivement des compétences du cas du label, mais aussi d'une démarche politique. On voit bien qu'on est sur une vraie évolution aujourd'hui du monde du travail. Pour ceux qui ont suivi l'adoption de la Convention de l'OIT, qui pour une fois sort du cadre stricto sensus du lieu de travail posté pour aller vers toutes les formes de situations où la personne, le travailleur ou la travailleuse peut subir une discrimination du harcèlement dans le cadre de son activité professionnelle extérieure. On voit bien que la technologie, qui peut être un formidable accélérateur pour certaines personnes en situation de handicap, est également un levier de discrimination volontaire ou involontaire. Je reviens d'ailleurs sur l'enquête qui avait été diligentée par le défenseur des droits sur les risques de discrimination dans les nouvelles technologies de l'information. On a bien sûr un renforcement de l'individualisme des individus aujourd'hui, une distanciation assez forte de l'individu par rapport à son employeur. On évoquait effectivement, le défenseur des droits parlait tout à l'heure de l'essentialisation de plus en plus forte. Donc on voit bien qu'on a un bouleversement qui ne correspond plus du tout à ce qu'on apprend dans les filières RH, à ce qu'on apprend aux managers en matière de gestion et de faire à la fois de lutter contre la discrimination et la gestion de la diversité. Alors, pour faire un petit peu la liaison avec Jacques Toubon, Gilles de Margerie, vous êtes le commissaire général de France Stratégie. J'aimerais que vous puissiez intervenir, entre autres d'ailleurs sur une enquête qui avait mis un petit coup de poing en France à propos de notre PIB. Je vous laisse prendre la parole pour continuer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, France Stratégie a publié il y a 3 ans une enquête, une étude sur le coût économique des discriminations. Le raisonnement était extrêmement simple. Ça consistait à dire que quand on discrimine quelqu'un du fait de ses origines, de son genre, de n'importe quel facteur de discrimination, autre que ce qui est lié à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait dans son travail, on gâche une ressource précieuse, on alloue mal une ressource. Et donc on peut se dire, si on avait fait autrement, si on n'avait pas discriminé, qu'est-ce qu'on aurait gagné ? Et l'étude a consisté à prendre méthodiquement les principaux facteurs de discrimination et les principaux marqueurs de discrimination pour essayer de faire une évaluation de quel serait le pourcentage additionnel de PIB qu'on pourrait avoir si on remédiait à ces discriminations, si on luttait efficacement contre ces discriminations. Et le résultat était spectaculaire par son ordre de grandeur. Je donne juste 2 éléments sur la méthode. On avait fait des scénarios plus ou moins contraignants sur ce contre quoi on luttait. Dans le scénario le plus modeste, où on luttait vraiment contre les discriminations basiques d'accès à l'emploi, on gagnait en un certain temps, en gros l'ordre d'une génération, 4% de PIB, ce qui est absolument gigantesque, et on gagnait jusqu'à 14% si on allait beaucoup plus loin. Alors ce sont des chiffres qui en réalité doivent se traduire en 0, quelque chose % de PIB additionnel par an sur une période assez longue. Mais ça veut bien dire que quand une société globalement discrimine, elle se prive d'une richesse potentiellement considérable. Et le choc qu'avait fait cette étude était à proportion de l'ampleur de ces écarts, qui était un peu une occasion de prise de conscience pour beaucoup de gens sur le fait que les discriminations, c'était un mauvais choix économique. Jean Pisani, qui dirigeait France Stratégie à ce moment-là, avait écrit quelque chose de très important que je vais vous citer, parce que c'était remarquablement écrit de mon point de vue. Dans l'introduction de ce rapport, il avait dit « Ce n'est pas parce que les discriminations sur le marché du travail sont économiquement coûteuses qu'il faut les combattre, c'est parce que cantonner certains, et surtout certaines, à des positions secondes, contrevient au principe d'égalité et cause de la souffrance. Quand bien même des écarts de salaire sur le même poste de travail, un moindre accès à l'emploi ou des disparités dans le niveau d'éducation bénéficieraient à l'économie, cela ne les rendrait pas plus acceptables. »
Je pense que c'était très important de garder ça en tête parce que la justification ultime, ça n'est pas le surcroît de PIB, c'est les notions essentielles autour de la personne humaine qu'a rappelé Jean dans son introduction. Donc, vous nous verrez périodiquement faire des études sur les coûts de la discrimination, mais ça ne sera pas notre principale préoccupation quand nous aborderons ce sujet. Plus proche de ce que seront nos préoccupations est le genre de choses que fait la plateforme RSE que nous hébergeons. Une illustration récente, elle s'est intéressée aux pratiques des entreprises multinationales à l'étranger en ce qui concerne les politiques de non-discrimination et d'égalité. C'est un sujet extrêmement difficile, extrêmement délicat, et la plateforme a réussi à trouver des formulations qui ont fait l'objet d'un très large accord des membres de la plateforme, avec au fond une idée très simple qui est que nous pouvons, quand nous avons des multinationales qui s'emparent de ce sujet, des multinationales dont le siège ou les implantations importantes sont en France, contribuer à faire bouger les choses dans des pays qui n'ont pas encore les mêmes normes. Et donc, à partir de ces différentes études, nous contribuons à la prise de conscience. Mais nous sommes aussi, je crois que c'est le deuxième temps, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle dès maintenant, nous sommes aussi un petit employeur et très concernés en tant qu'employeur par les questions de labellisation. J'espère bien. Bon. Merci pour cet éclairage sur les questions internationales. C'est vrai que les directives européennes ont fortement impacté notre droit national. C'est sans doute comme ça que les critères sont arrivés et que nous sommes passés de 13, 14, 17 à 25 aujourd'hui. Alors certains diront qu'on se saucissonne, mais à un moment donné, ce qui n'est pas dit nommément n'apparaît pas. Donc il est parfois nécessaire de formuler, et ça va faire un peu écho avec les pistes qui vont être évoquées par certains d'entre nous. Nicole Notin, vous êtes fondatrice et présidente de Vigeo Eiris. Alors là, quand on parle international, ça vous parle évidemment au regard de l'activité de Vigeo Eiris. Oui, bien sûr, parce que pour ceux qui l'ignoreraient, nous évaluons des entreprises majoritairement cotées, donc avec une activité internationale, ou faisant appel à l'épargne publique, ce qui revient à peu près aux mêmes tailles d'entreprise, à la même nature d'activité. Donc pour nous, il n'y a pas de distinction sur le périmètre géographique. Ce que nous évaluons, c'est le comportement de la multinationale partout où elle existe dans le monde et sur tous les critères qui sont les critères qu'aujourd'hui l'Organisation internationale du travail liste comme étant des critères de potentielle discrimination. Nous évaluons systématiquement, non pas la diversité, j'adhère complètement aux propos de Jacques Toubon là-dessus, nous évaluons la manière dont une entreprise prévient la discrimination et promeut l'égalité, les deux choses en même temps. Et nous les évaluons, bien sûr, à partir d'informations. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des indicateurs non financiers. C'est très important de voir comment les entreprises recueillent au niveau consolidé des informations sur est-ce que je vois, moi, des engagements de l'entreprise sur ce critère en question. Est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il est visible? Mais on a une manière de faire qui consiste à dire c'est très bien, je veux la preuve que ce que vous dites, vous le faites. Donc, dans l'évaluation, il y a aussi montrez-moi que vous mettez tout en place pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Je pourrais raconter des anecdotes pendant 1 heure de gens qui ne sont pas contents quand on leur dit qu'éventuellement ils sont en risque de discrimination parce qu'ils considèrent qu'au motif qu'on l'a écrit en haut d'une belle charte ou de je ne sais pas quoi, ça va se traduire automatiquement dans les pratiques de tous ceux qui... sans le savoir, mais parce qu'on a tous des stéréotypes, procèdent de discrimination. Et enfin, nous voulons aussi savoir quels sont les indicateurs, parce qu'il faut mesurer pour progresser en effet, et quels sont les indicateurs qui sont en place pour qu'on puisse évaluer ça. Alors, que vous dire? En 15 ans de temps, sur tous les sujets qu'on évalue, la progression est nette. C'est évidemment très hétérogène. C'est évidemment hétérogène dans les pays, c'est évidemment hétérogène dans les différents secteurs. Un peu de cocorico dans notre évaluation. Les entreprises françaises ne se comportent vraiment pas si mal. Il y a une raison, je ne suis pas sûre qu'elles soient plus méritantes que d'autres, mais on a un arsenal législatif aujourd'hui qui est très complet. Le sujet de l'égalité en France n'est plus un sujet, me semble-t-il, de la loi, qui est très forte là-dessus, mais de l'application de la loi et de la manière dont les acteurs sont capables de se saisir de cela.
Voilà, donc la promotion, enfin la prévention de la discrimination, la promotion de l'égalité. Il faut aussi savoir aujourd'hui que c'est un sujet sur lequel des controverses montent. C'est-à-dire que la société civile qui a l'œil sur les multinationales sont très attentives à ça, et des contentieux juridiques. Nous avons noté, pour ce qui nous concerne, entre 2017 et 2018, plus de 150 controverses qui traitent et qui parfois se transforment en contentieux, donc en amende, sur le sujet des discriminations. Et ça, je peux vous dire que lorsqu'une affaire comme ça arrive, l'entreprise qui n'a pas encore tout à fait pris conscience que c'était un sujet sur lequel elle devait investir, ça change assez rapidement. Merci. Bon, juste maintenant sur la sémantique, c'est toujours bien de le rappeler. La discrimination, c'est plutôt du registre des syndicats ou des associations qui travaillent sur les droits humains. C'est aussi, bien sûr, le défenseur des droits avec une partie promotion de l'égalité. Et du côté des entreprises, c'est plutôt la diversité. Alors, Pascal Bernard, toi qui étais un petit peu à l'origine de nous avoir embarqués dans cette aventure il y a 11 ans maintenant, parce que ça en fait des 10 ans, mais nous, on a démarré un peu plus tôt. J'aimerais avoir un petit peu ton regard avec l'image du DRH, de la NDRH aujourd'hui, et non pas dans notre fonction qu'on connaît par ailleurs. Ok, ben écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'exprime bien au nom de la NDRH. Voilà, non. Je crois que quand on a voulu créer le label diversité, voilà, plus d'une dizaine d'années, c'est né d'une crise. On était 3 ou 4, et c'était la crise des banlieues. 2006, 2007, ça flambait un peu partout. Et l'idée qu'on avait était très simple, c'est comment est-ce qu'on peut aider à combattre le racisme dans nos entreprises. On est parti de là, et uniquement de là. Et moi, j'ai été ravi d'entendre Jacques Toubon, le défenseur des droits, nous dire qu'il faudrait compléter le label diversité par, je dirais, un coup de projecteur sur les voies et les moyens qu'on met en place dans nos entreprises pour combattre, pour diversifier, pour combattre le racisme et pour diversifier, je dirais, les origines. Parce qu'à l'époque, le label diversité a failli ne jamais voir le jour, étant donné qu'on avait voulu tout de suite, dans l'un des premiers projets de cahier des charges, avant d'être attrapé par tous nos autres collègues qui étaient plus raisonnables que nous, on avait voulu mesurer le degré de discrimination par les origines. Alors on avait plusieurs pistes, hein, le patronyme, l'adresse, etc., le lieu de naissance. Et tout de suite, dès qu'on a pointé le nez en France à cette époque-là, alors que dans les pays du Nord, ils étaient déjà bien plus avancés que nous, on s'est pris un tir de barrage de la part mais tout le monde, hein, de l'extrême droite, beaucoup à l'extrême droite, jusqu'à des associations très respectables et avec lesquelles on travaille avec plaisir. On était une poignée. Il y avait Aline, il y avait toi, il y avait Laurence Meignery, il y avait Jean-Luc Verne qui était DRH de PSA, et puis voilà, moi, voilà. On était vraiment 5 ou 6. Donc prudemment, parce qu'on n'avait pas des notions, on n'avait pas une vocation de martyr, on a retiré cette histoire. On a dit on verra plus tard, on verra. Là, le pays n'est pas prêt, etc. Donc ça, si on peut travailler de manière apaisée sur une évolution du label qui prendrait plus en compte, je dirais, je me tourne vers l'AFNOR, vers Franck, qui pourrait prendre plus en compte cette dimension du jeu, nous, ça nous irait bien, et à l'NDRH, on est prêt à travailler là-dessus. Maintenant, d'autres pistes pour améliorer le label. Le label, on l'a fait aussi pour que ça change la vie des gens au niveau du terrain. Hein, c'est pas simplement pour avoir des rubans, des choses comme ça. Donc là-dessus, on est ravis, il faut le continuer. Le label, il y a beaucoup de prix. Hein. Il y a des prix de la diversité, il y en a un par semaine à peu près. Mais il n'y a qu'une démarche qui implique les organisations syndicales. Et c'est le label diversité. C'est la seule démarche où le label est attribué ou pas avec un avis formalisé des 5 organisations syndicales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde, qu'on conserve et qu'on améliore encore, si c'est possible, parce que ça donne toute la force et la crédibilité du label à l'heure où une seule parole n'est peut-être pas autant crédible que plusieurs paroles émanant de plusieurs émetteurs. Voilà. Troisième chose, je crois qu'en matière... Le label, moi, je le trouve un peu compliqué. On n'a pas enfanté d'un monstre, c'est pas ça, mais le diagnostic, l'état des lieux, tout ça, oui. Bon. Par contre, il y a des choses qui me paraissent essentielles. Je disais qu'il fallait que ça change la vie des gens. Or, dans une entreprise...
Quelle est la principale source de malaise au travail? Il y en a énormément, mais il y en a une qui ressort, c'est la qualité des relations avec son supérieur hiérarchique. Si on vient au travail le matin et qu'on sait qu'on va se friter avec le contremaître, avec le chef d'atelier, avec le chef de bureau, avec le sous-directeur, l'administrateur, tout ça, déjà c'est mort. Donc pour nous, et ça je l'ai expérimenté à la Poste, le management du dernier kilomètre, c'est vraiment essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, dans la commission du label, je porte une grande attention aux process RH qui vont vraiment chercher, au niveau des actions, le fait de savoir si l'entreprise encourage ses collaborateurs et ses managers de proximité à établir un climat, je dirais, qui prévient la discrimination et qui favorise la diversité. Et pour moi, il y a un outil qui est excellent là-dessus, qui est efficace, c'est l'entretien annuel d'évaluation. On ne s'y trompe pas, s'il y a peu d'entreprises qui, dans leurs entretiens annuels, mettent une ligne et qui évaluent leurs collaborateurs en leur demandant, cette année, qu'est-ce que vous avez fait pour mettre en place des actions qui préviennent les discriminations et favorisent la diversité. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de votre équipe de travail, de votre bureau, de votre usine, de votre etc., etc. Quoi, quand, comment et avec qui? Et quand une boîte a mis ça en œuvre, on peut déjà se dire qu'elle est nettement passée du côté de l'application et du côté du développement. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Le management de proximité, on doit tout faire pour vérifier qu'il est bien impliqué. Maintenant, quand on a mis ça en œuvre, en 2007-2008, il n'y avait pas encore toute la floraison de l'ubérisation de l'économie, entre guillemets. Hein. Et je pense qu'on doit s'interroger sur comment faire évoluer le label afin qu'il incite toutes les plateformes numériques à, eux aussi, pratiquer une vraie prévention des discriminations. Et là, on n'y est pas. On sait que cette économie numérique, que cette économie des plateformes, elle va se développer. Il s'agit donc de l'accompagner intelligemment, d'abord à assurer des emplois dignes, avec un peu moins de précarité qu'elles n'en connaissent. Et ça passe donc par qu'est-ce qu'on fait dans ce type d'économie pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes et la diversité. Voilà. Merci Pascal. Alors ça fait une bonne transition avec, on va maintenant un peu croiser la vision de trois labellisés. Du coup, je vais commencer, ça tombe bien dans l'ordonnancement, par Rachel Compin. Rachel qui est donc la directeur, j'ai toujours féminiser ton titre, directeur développement social et diversité. Justement sur ces questions d'organisation du travail entre autres, donc je veux un petit peu tu fasses un petit point sur ta... Sans faire un bilan, ce n'est pas l'objet, mais les conclusions que tu en as tirées, que vous en avez tirées, et qui vous amènent aussi à réfléchir, à avoir peut-être besoin, ce cahier des charges évolue, sur un certain nombre de critères. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Engie s'est engagée dans le label diversité en 2011 et nous l'avons obtenu en 2012. Et en fait, le constat que l'on peut faire, au-delà de tout ce qui a été dit et que je partage, c'est que la démarche est une démarche exigeante, engageante, parfois lourde, mais néanmoins, elle a permis de faire progresser les mentalités, d'avoir un regard critique sur nos processus RH, également avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, c'est un dispositif, comme on le disait tout à l'heure, qui est en permanence en amélioration. Pour l'avenir, il faut continuer sur ces processus et poursuivre les séries de sensibilisation, d'amélioration constante de nos processus. Mais je crois qu'il est très important que le cahier des charges prenne vraiment en compte le changement de nos sociétés. Tout à l'heure, mon voisin a parlé de la relation avec son manager. C'est extrêmement important et ça va être d'autant plus important que nous allons changer de lieu de travail. Demain, ça veut dire que nous n'allons plus forcément nous retrouver tous au même endroit pour travailler. C'est du télétravail, c'est du coworking, ce sont des espaces éloignés. Ça, c'est à prendre en compte. Et il s'agit effectivement que dans la relation que nous allons avoir avec notre manager et nos collaborateurs, les salariés de l'entreprise, il n'y ait pas de rupture d'égalité. C'est pas simple, il faut y réfléchir. Mais c'est un des sujets sur lesquels il s'agit de réfléchir et que le cahier des charges, effectivement, prenne en compte. Un autre sujet aussi, tout à l'heure nous l'avons dit,
les sociétés changent, les outils changent, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, dans tous les outils. Or, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est de la programmation d'algorithmes. Quand on va un petit peu en amont, la programmation d'algorithmes, elle est faite par qui? À 80% par des hommes. Alors, je ne condamne pas la programmation qui est faite par les hommes, mais en tout cas, tout individu a des stéréotypes, tout individu fonctionne avec des biais cognitifs, et le risque, c'est que les biais se retrouvent dans les programmations, dans le codage, et que le résultat final, c'est-à-dire l'outil que l'on va utiliser, induise aussi des biais et qu'il y ait rupture d'égalité. Donc ça, c'est également un sujet sur lequel nous nous penchons, nous réfléchissons. Alors on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et il y a un troisième point sur lequel je crois aussi que le cahier des charges doit prendre en compte les changements de société, c'est tout ce qui tourne autour de l'aide aux aidants. Alors, l'aide aux aidants, ça touche les hommes et les femmes, mais majoritairement, ça touche les femmes, puisque aujourd'hui, les femmes qui ont la cinquantaine, elles ont en charge leurs parents vieillissants, voire leurs beaux-parents, voire des enfants en situation de handicap. Comment ces femmes-là sont traitées dans l'entreprise pour poursuivre des carrières, sachant que quand on a ce genre de charge mentale, on est parfois plus absent ou moins concentré sur ce que l'on peut avoir à faire. Donc ces trois sujets, ce n'est pas les seuls, mais ces trois sujets vont nous conduire à vraiment réinvestir le champ du cahier des charges du label, à y réfléchir et à travailler sur des actions concrètes. On est un petit peu en avance de phase, mais néanmoins, ce sont des sujets qui nous préoccupent pour que l'on puisse effectivement continuer à s'occuper des questions de diversité. Merci Rachel. On voit bien effectivement que ce n'est pas forcément simple de trouver les indicateurs et des éléments qui permettront vraiment de le mesurer. Ça reste toujours le véritable enjeu. Alors on va continuer avec Philippe Paré. Vous êtes directeur d'établissement de santé. Bon, j'aime bien aussi votre regard, d'abord parce que vous avez résolu la question de la taille et du nombre de salariés ou de personnes dans vos établissements pour réussir à avoir la même rigueur. Et je salue l'arrivée de Jean-Marie Marx. Bonjour. Et donc voilà, je trouve intéressant que vous racontiez aussi un petit peu le choix que vous avez fait et quel est l'enjeu pour vous à terme, pour les établissements comme les vôtres. Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon parcours professionnel m'a permis de rencontrer, de m'engager dans le label diversité à plusieurs reprises et depuis 2011 sur des établissements de configuration et taille différentes, hospitaliers, appartenant à la fonction publique hospitalière. En 2011, un EHPAD en Alsace, et puis entre 2012 et 2016, 3 hôpitaux en Seine-et-Marne. Et mon parcours professionnel m'emmène sur la Loire-Atlantique et j'ai réitéré la dynamique. Alors peut-être juste rapidement le pourquoi. Il est question de qualité de vie au travail, on l'a dit, de prévention des risques psychosociaux. Ça aussi est à l'hôpital, en EHPAD, aujourd'hui, comme dans toute administration ou entreprise, mais ça, c'est d'autant plus important. Et puis, il est aussi question, et ça c'est important aussi en milieu hospitalier, des questions d'attractivité liées au recrutement, attractivité médicale, attractivité au niveau infirmier, aide-soignant. Ça, c'est des sujets qui sont très très prégnants. Et puis, moi, il m'a semblé aussi que la dynamique emportée par le label diversité, ça illustre, en tout cas ce que je me représente, des valeurs du service public et du service public hospitalier. Donc à présent, j'ai le plaisir de diriger le centre hospitalier Georges Daumaison et le centre hospitalier de Corcouët-sur-Logne. Alors le premier est un établissement public de santé mentale, psychiatrique, et l'autre à vocation gériatrique. Alors j'ai évidemment voulu lancer la démarche, mais il m'a paru important, l'hôpital, c'est un territoire, aussi d'interagir peut-être différemment avec d'autres employeurs publics. Et quoi de mieux que qu'une commune siège d'un établissement. Et on est parti à 3 avec la commune de Corcouët-sur-Logne. Le maire de Corcouët-sur-Logne préside le conseil de surveillance de l'hôpital Bel-Air. Alors, cette transversalité au niveau territorial et puis interfonction publique a trouvé une illustration peut-être sur
le dispositif d'écoute et d'alerte qu'on a pu mettre en place, qui est valorisé à 3, donc composé de représentants des conseils de surveillance, conseil municipal, de représentants des syndicats engagés, et également qui est piloté par une psychologue du travail extérieure aux 3 structures. Et dans cette commission, dans ce dispositif d'écoute, nous avons également la présence de la référente égalité, diversité de Nantes Métropole. Nantes qui est engagée depuis plusieurs années aussi dans la dynamique. Voilà, donc, et là, ça me semble aussi gage de pérennité et d'avenir, cette structuration transversale et adaptée à une configuration de la taille des établissements. Pour vous donner un ordre d'idée, Daumaison, c'est quelques 600 agents, Bel Air, c'est 200, et la commune de Corcuey-sur-Logne, c'est une petite 60aine. Voilà. Là aussi, il me semble qu'on est riche de nos différences sur cette thématique. Merci. Donc, je disais tout à l'heure, quand je parlais des chiffres, que 50% de nos labellisés sont issus de structures de moins de 250 salariés. Donc, on voit bien effectivement que ce label peut être parfaitement adapté à des petites et moyennes structures, et même et de trouver à mutualiser, ce qui est un vrai enjeu d'ailleurs, pour assurer un peu de la pérennité du label. Parce que quand on va au label, généralement, on a une forte énergie, on mobilise tout le monde, et puis après, il y a toujours un peu un côté, une chute. Comment on redonne un peu corps à ça, pour en plus qu'il y ait un changement de gouvernance, un changement de responsable. Donc comment on maintient effectivement cet esprit un peu permanent, ce souffle permanent. Et donc je trouve que c'est une chouette illustration. Alors, troisième vision de labelliser, Pascal Collisson, qui est donc responsable pédagogique journaliste de l'Institut pratique du journalisme. Alors, effectivement, c'est extrêmement intéressant d'aller au label. Alors, c'est qu'on forme des journalistes qui vont donc aller dans des médias, et que les médias étant par nature souvent des excellents vecteurs de stéréotypes et de préjugés. Très bonne introduction, je te remercie. Je l'ai un peu posé un peu brutalement, mais c'est pas tout à fait faux quand même. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voulais absolument aborder cette question. Je voulais d'ailleurs rebondir sur 3 interventions préalables à cette table ronde. La première, c'est Monsieur le ministre Olivier Dussopt qui disait que, en rendant hommage à sa collaboratrice, qu'effectivement, il rendait hommage aussi à une militante. Et effectivement, dans les perspectives du label, c'est aussi passé de la question des militants à la question de la normalisation. Et ça, je trouve que c'est un vrai sujet. Combien de fois j'ai échangé avec des personnes qui m'ont dit « j'ai mis ça en place, mais quand je pars, que va-t-il se passer à partir du moment où je vais partir ?» C'est une vraie question. La deuxième, et je te rejoins et je rebondis sur ce qu'a dit Agnès Salle tout à l'heure, parce qu'elle parlait du monde de la culture, ce monde tellement humaniste, ouvert, cultivé. Les journalistes, c'est pareil. Ils sont tous, enfin pas tous, mais beaucoup de gauche. On leur fait d'ailleurs souvent le reproche. Ils sont dans le camp du bien. Ils sont éduqués humanistes. Ce sont des verbatims que j'ai eus de dirigeants de médias que j'interviewe dans le cadre d'un travail que je fais de recherche justement sur ces questions-là. Et donc, chez nous, ça n'existe pas. Voilà. Donc, et les écoles, c'est un peu l'émanation. Souvent, il y a des anciens journalistes dans les écoles, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ça, c'était la deuxième remarque. Et la troisième, pour les perspectives, je rebondis sur ce qu'a dit monsieur Yannick Lorty, où effectivement, comment mesurer efficacement ce qu'on fait, c'est ce qui est une vraie question, parce qu'on peut mettre en place des actions, et je vais y revenir dans le cas d'une école de journalisme, on peut faire de la sensibilisation, etc., etc., mais 2 choses. Est-ce qu'effectivement nos étudiants, au-delà de la sensibilisation, vont être convaincus par la nécessité de lutter contre les stéréotypes, par exemple, là je parle de formation sur ces questions, et après, que se passe-t-il dans les médias, quand ils arrivent dans les médias, si les médias eux-mêmes ne sont pas sensibilisés à ces questions-là. Et alors, ce qu'on essaie de faire au sein de l'école, je vais arriver sur cette notion de sensibilisation directement, et je ne parlerai pas de ce que l'on fait pour essayer d'avoir un recrutement plus diversifié à l'école, parce que je pense que justement la notion de responsabilité dans les médias en ce qui concerne les représentations, elle est fondamentale. Donc je vais m'y attarder un peu. Les étudiants n'ont pas le choix, ils passent à la moulinette d'une formation de sensibilisation aux stéréotypes et leur impact dans les médias dès qu'ils arrivent. Ensuite,
Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai aussi été extrêmement intéressée par les travaux de recherche de Sabrina Péruvien, qui a fait sa thèse sur la labellisation de l'école de management de Strasbourg, et qui travaille aussi avec une chercheuse, excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom, de la Sorbonne. Elles ont travaillé sur le PAD. Alors, le PAD, c'est ce que les chercheurs nomment la propension à discriminer. Et leurs travaux ont montré qu'en fait, en fonction de la façon dont vous faites ces fameuses sensibilisations aux stéréotypes, en fait, l'effet peut être soit nul, soit pire, contre-productif. Et c'est vrai que dans le label, on parle des perspectives du label, le fait de cocher la case « j'ai sensibilisé tous mes salariés » ne veut pas dire mes salariés, effectivement, ont fait un chemin cognitif qui va les amener à faire baisser leur fameux PAD, leur fameuse propension à discriminer. Leurs travaux sont même juste terrifiants, puisqu'ils montrent qu'en fonction de la façon dont vous sensibilisez les personnes, le PAD peut être supérieur à l'issue de la formation qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on arrive aujourd'hui dans un monde, vous l'aurez beaucoup entendu, où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rigoler, c'est que le politiquement correct. Donc si vous l'assénez façon leçon de morale, en fait, le risque, c'est que ça renforce effectivement vos stéréotypes. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. On parle beaucoup des sensibilisations, mais comment elles sont faites? Est-ce qu'effectivement il y a vraiment des efforts pour que les personnes puissent s'approprier ces sujets-là sans tomber dans l'approche manichéenne, c'est bien ou c'est pas bien. Je pense que c'est un vrai sujet dans le cadre du label. Alors nous, effectivement, à l'école, au-delà de cette formation que l'on donne, derrière, le problème, c'est que je suis, et d'ailleurs j'ai une ancienne étudiante qui est là, qui prend des photos, qui pourra en témoigner peut-être. J'ai eu la surprise de la voir en arrivant. Je ne les lâche pas, c'est-à-dire que moi je veille sur tous leurs travaux pédagogiques, leur production médiatique tout au long de leur cursus. Donc effectivement, j'ai la possibilité de voir dans leurs travaux écrits, télé, radio, si ils appliquent ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Par ailleurs, et je pense que c'est très très important, c'est vrai que les sensibilisations ont tendance évidemment à mettre le focus sur les personnes discriminées en raison de leur sexe, leur origine, vous connaissez tout cela par cœur. Et je m'étais rendu compte que quand même il y avait une bonne partie de mes étudiants qui se voyaient comme les ennemis, en gros les jeunes hommes blancs, socialement assez aisés. Et donc je me suis rendu compte aussi que sur le travail des représentations dans les médias, il y avait assez peu de choses sur l'image de l'homme dans les médias. Il y a beaucoup de choses je pense aux travaux de Marlène Colomb-Gully, pour ne citer qu'elle, sur la représentation des femmes dans les médias, Éric Massé pour la diversité à la télévision, etc. etc. Mais les hommes dans les médias. Et j'ai travaillé là-dessus. Alors, c'est évident que les représentations sont beaucoup plus valorisantes et que donc les impacts sont quand même moins négatifs. Il faut quand même être très clair. Mais en même temps, montrer aussi à ces jeunes hommes que les représentations médiatiques, c'est toujours le héros, le super boss, le super sportif, etc. Et leur poser la question de savoir s'ils se retrouvent dans ces rôles de performance, ça les a interrogés aussi. Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que j'ai envie de subir aussi cette forme de pression normative? Et je mets toujours cela en regard avec l'évolution de la société. C'est-à-dire que mon discours, c'est pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est voilà ce qui est montré dans les médias et voilà l'évolution de la société, où de nombreux travaux, études statistiques montrent quand même que pour les hommes, la question de la parentalité est de plus en plus importante dans leur vie. Or, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup d'articles sur comment les cadres intègrent la notion de parentalité dans leur vie, mais enfin, je trouve que c'est assez minoritaire. Donc, en fait, je montre que les médias sont juste en décalage avec la société. Alors, après, dans les médias, vaste question. J'ai des retours de mes anciens étudiants qui me montrent à quel point c'est compliqué. Et je leur dis que eux aussi, il faut que progressivement, ils auront peut-être un chef de service qui va leur imposer d'aller encore chercher la énième femme voilée intégriste en banlieue, mais qui a peut-être d'autres moyens d'aborder certains sujets, et qu'au moins, ils peuvent essayer d'être force de proposition. Ça marche ou ça marche pas, mais on peut quand même tenter de faire bouger les lignes, même si, évidemment, certains médias ont mené des réflexions sur ces questions-là, d'autres moins, et ça reste un vrai sujet. Et dernière chose... Oui, tu as parlé sur la mutualisation, peut-être. Voilà. Et je dirais aussi que cette question-là, aujourd'hui, elle est partagée plus largement au sein des écoles de journalisme. Il y a eu des moments d'actualité super. Merci MeToo, merci la Ligue du LOL. D'un seul coup, ça a fait quand même réfléchir. Au-delà de MeToo, il y a eu Balance ton journal, en tout cas voilà, des initiatives sur ce qui se passait dans les médias. La Ligue du LOL a bousculé des écoles de journalisme aussi, puisque certaines d'entre elles ont été directement mises en cause.
Et effectivement, il y a un mouvement aujourd'hui au sein des écoles. Je suis chargée avec Sandy Montagnola, qui est en charge d'une autre école de journalisme à Lannion, d'accompagner les écoles de journalisme sur ces questions-là. On a fait nommer des référents et des référentes dans toutes les écoles qui, jeudi dernier, ont été formés pour l'instant aux risques sexistes et sexuels, comment accompagner et écouter des personnes. En décembre, ce sera sur toutes les formes de discrimination. Et de toute façon, et c'est une très bonne chose, nous n'avons pas le choix, parce que figurez-vous que les jeunes générations, eh ben, elles vous poussent dans vos retranchements. Donc même si vous ne voulez pas y aller, vous êtes maintenant mis au pied du mur par des jeunes qui vous disent « Non, mais sur ces questions-là, vous êtes juste totalement datés. Donc qu'est-ce que vous faites pour garantir aussi notre protection? Qu'est-ce que vous faites sur ces questions ?» Bon, on m'a dit « Non, mais là, le débat en ce moment, c'est pas ça. C'est le racisme anti-blanc. Pourquoi on n'en parle pas dans l'école de journalisme ?» Donc je peux vous assurer que ce sont des jeunes qui nous obligent aussi à bouger et effectivement à essayer de les accompagner parce qu'ils avancent très, très vite. Merci. Alors, comme on essaie de tenir le timing, rattraper le retard, ce qui est en train de se passer, avant de donner la parole à Franck Leboeugl, justement, pour faire un peu de feedback sur cette partie prospective, juste pour Gilles de Margerie et pour Nicole Notat, un petit point d'appréciation à travers ce qui a déjà été dit sur les pistes. On va passer un micro. Merci, Pascal. Sur les pistes qui sont évoquées, et puis peut-être aussi, du coup, Nicole Notat, en quoi effectivement le label peut rentrer dans l'évaluation, effectivement, les notations de Vigeo Eiris. Juste un mot sur notre expérience à France Stratégie. On est un employeur de taille modeste, même en mettant tout le réseau autour de nous, ça fait 140 personnes. On est engagé avec l'ensemble des services du Premier ministre dans la double démarche de labellisation. Ça répond exactement à ce que disait Jacques Toubon tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un outil de conduite du changement. Et le fait de passer par toutes les étapes avec les petits risques que vous avez signalés, de rituels un peu bureaucratiques, c'est quand même un excellent moyen de focaliser l'attention de tout le monde dans un premier temps. Mais derrière, je vois qu'on est déjà au stade où ce qui compte vraiment, c'est l'appropriation. Et l'appropriation dans le quotidien par toutes les équipes, ce sont des choses très basiques. On ne regarde pas une liste de candidats où il n'y a pas de candidate. On ne la regarde même pas. On questionne la liste de diffusion des offres d'emploi. On élargit le vivier. Nous recrutons assez facilement plutôt des statisticiens, des économistes, comme le sait Yannick. Il faut aller les chercher ailleurs que là où on va les chercher d'habitude. Et c'est tous les jours. Et au fond, le message que j'ai avec l'équipe, et que je crois on est très nombreux à participer, ça a été évoqué exactement dans ces termes il y a quelques instants, c'est tous les jours on peut se dire est-ce que je m'en suis occupé? Et est-ce que j'ai fait quelque chose qui progresse dans la voie, au-delà de l'obtention du label, mais de l'attitude qui fait que, bien sûr, le label viendra confirmer quelque chose qui est un changement de comportement très profond. Et donc, même un petit employeur peut rentrer dans cette démarche-là en faisant une dimension absolument intégrée dans la vie de tous les jours de son équipe. Merci. Alors, donc, Nicole Notat, juste avant pour avoir siégé dans le groupe de travail sur le reporting extra-financier, notation, critères, on voit bien qu'on n'est plus sur quelque chose de si calibré, avec des cases dans lesquelles on met un niveau de chiffre qui permet effectivement de mesurer, ça va un petit peu au-delà. Mais voilà, de votre point de vue, vous-même, à travers la notation sociale, elle est forcément aussi dans du subjectif, elle est non pas de l'informel, mais en tout cas pas du formalisé, mesurable ou quantitativement, mais aussi une partie qualitative. Donc est-ce que le label peut y contribuer? C'est une partie qualitative à condition que le qualitatif apporte des preuves. C'est très, très formalisé le processus de notation de manière à avoir quelque chose à la fin qui rende vraiment compte de l'intégration dans les pratiques managériales des facteurs que l'on évalue. En écho, et je vais venir à votre question, en écho à ce que disait Gilles, et sur plus de 16-17 ans maintenant d'expérience, je confirme qu'on peut voir des entreprises qui ont mis du temps à s'engager sur ces sujets, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que le jour où on s'y met, on ne recule pas. Et qu'il y a quelque chose, il y a un geste, il y a un engagement qui est pris au départ, et dont tout le monde a conscience que si je le prends, il vaut mieux continuer la dynamique.
La continuer parce qu'il y a peut-être une note au bout, parce qu'il y a peut-être un risque de controverse, mais la continuer parce que ça donne aussi du sens aux salariés, ça donne aussi de l'attractivité à la marque de l'entreprise, à l'impact réputationnel. Donc il y a aussi beaucoup d'effets, je dirais, d'opportunités à s'engager là-dessus. Oui, lorsque des entreprises que l'on note font état du fait qu'elles ont été labellisées, ben oui, c'est un élément de preuve supplémentaire qu'elles ont mis en place un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'éléments qui visent à se faire évaluer. Et oui, dans ce cas, nous le mettons à la charge positive de l'entreprise dans la partie « donnez-nous des preuves que vous mettez vraiment en place la prévention de la discrimination et la promotion de l'égalité ». Alors Franck Le Beugle, bon, tu ne peux t'engager sur rien, bien évidemment. On a abordé un certain nombre de pistes aujourd'hui, on a montré tout un cadre évolutif et je vais paraphraser Pascal Bernard, quand il imaginait effectivement ce label il y a 11 ans, c'était là pour mesurer des progrès, il est toujours là pour mesurer des progrès. Comment l'AFNOR pourrait répondre à ça Comment intégrer effectivement ces propositions dans la démarche qualitative work in progress, comme on dit, de l'AFNOR? Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Pour essayer peut-être effectivement de faire le passage de relais entre le passé et l'avenir, peut-être en 4 mots, et ça répondra à la question que tu soulèves Catherine. Le premier, c'est un souvenir pour moi, parce que j'ai vécu en tant que labellisé, puisque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel et Thierry Geoffroy, incontournable à l'AFNOR, venait nous auditer. Parce qu'un président de régulation importante, Michel Boyon, a piqué un peu par TF1, le groupe TF1 que nous avons vu, qui s'était lancé avant le régulateur, donc l'émulation a aussi du bon, eh bien, avait voulu obtenir ce label. Donc c'est un souvenir pour moi ému de pouvoir être, toutes ces années après, porteur de cette démarche. Donc du coup, c'est une fierté modeste, parce que Catherine, comme tu l'as dit, on n'a pas franchi encore le volume peut-être qu'on aurait souhaité. Mais une fierté parce que lorsque Florence Méo m'a passé il y a 5 ans effectivement les manettes d'AFNOR Certification, elle m'a parlé d'un seul label. Elle m'a évoqué ce label, à l'époque on parlait de RSE, de label diversité dans l'entreprise. Elle m'a aussi parlé bien sûr du label égalité, mais le label diversité était important. Et elle m'a dit surtout celui-là, tu ne l'abandonnes pas. Alors je suis tout de suite en tant que jeune dirigeant allé voir le chiffre d'affaires qui était en face. Je n'ai pas compris au début le message de Florence. Aujourd'hui, et grâce à toutes les équipes d'AFNOR Certification, j'ai compris, parce que c'est là un outil dont dispose l'État extrêmement puissant. On a l'habitude d'avoir un État qui intervient sur la réglementation. On l'a dit aujourd'hui, la réglementation a évolué. Madame Nota l'a souligné. La France est exemplaire, mais avec le label diversité, nous avons une démarche où l'État va au-delà de l'aspect réglementaire. Et donc c'est une fierté de savoir qu'effectivement, 11 ans après, eh bien, effectivement, ce label est encore là. Alors pour l'avenir, 11 ans, c'est un bel âge. C'est un bel âge pour passer à l'adolescence. Et on l'a vu, c'est un engagement que je souhaite prendre au nom d'AFNOR Certification. Nous n'avons pas la plume, c'est l'État qui a la plume de ce cahier des charges, mais nous avons beaucoup d'encre. Et grâce à vous tous, labellisés, Commission nationale du label, nous avons collecté toutes ces années, encore beaucoup de pistes ont été citées aujourd'hui, pour remettre ce cahier des charges sur le travail, effectivement. Et donc on a cité l'intelligence artificielle, nous sommes de plus en plus sollicités pour aller vers un numérique éthique. Et donc évidemment que dans les méthodes de recrutement que nous utilisons à l'AFNOR, que vous utilisez tous, il y a de plus en plus une importance de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Le cahier des charges doit prendre en compte cette composante. On a parlé des aidants, la société, on parle de silver economy lorsqu'on veut parler de termes plus marketing, mais les aidants sont et c'est pas que pour les femmes, pour tous les collaborateurs et les collaboratrices, ça change le travail en 2019 par rapport, effectivement, lorsqu'il y a 11 ans, on a établi ce cahier des charges. Donc c'est l'engagement sur ces 2 sujets. Et puis on a parlé de nouvelles méthodes de travail, le flex work, pardon pour ce barbarisme, donc le coworking, j'ose encore un anglicisme que Michel Boyon m'aurait fait payer très cher à l'époque. Eh bien, il y avait effectivement, toutes ces formes-là doivent être prises en compte dans le cahier des charges. Et donc moi, je prends l'engagement au nom d'AFNOR Certification d'apporter l'encre à la plume qu'est l'État et de ce bel outil est encore de beaucoup d'années devant lui. Et puis un vœu que je formule parce que, comme l'a dit Madame Nota, les entreprises, les multinationales notamment,
eh bien, voient une limite parfois à ce label. C'est le côté international. Nous avons un label français, et c'est vrai que la France est en avance sur la conception, mais je peux vous dire que, et mes collègues d'AFNOR Normalisation le rencontrent, je crois que M. Belair participe à ces travaux-là, ce que je ne fais pas, se mettre d'accord au niveau international, non pas de ce qu'on doit mesurer, la norme d'une diversité, non, mais ce qu'on appelle la promotion de la diversité. En anglais, je crois que la norme s'appelle inclusive. Donc il faut qu'on ait... C'est une limite du label aujourd'hui que de ne pas pouvoir le porter au-delà de la France pour que des agences de notation comme celle de Vigéo puissent vraiment pouvoir l'embarquer de manière internationale. Donc c'est un vœu que je fais pour qu'effectivement, nous pourrons aider l'État, mais que nous dépassions le cadre français pour le label qui, je l'espère, dans 10 ans, aura encore plus de labellisés. Et j'y réfléchissais ce week-end, je me disais, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'en 2019, la diversité nécessite encore un label? Là, je crois, hélas, comme certains l'ont dit, on peut faire machine arrière. Non pas les entreprises individuellement, mais cette thématique, il y a des risques que cette thématique, effectivement, puisse faire machine arrière. Donc j'espère que dans 10 ans, on pourra, aux côtés de l'État encore, que je remercie, porter le label diversité. Voilà pour les 4 mots que je souhaitais apporter. Merci. C'est une façon de détailler 4 mots de manière intéressante. Bien, écoutez, pour conclure, passer la parole à Jean-Marie Marx. En fait, on voit bien, et ça répond finalement au vœu de Jacques Toubon, qui nous disait qu'il fallait élargir le spectre du label pour plus d'égalité, que ça passe pas forcément par des questions de critères, ça passe par une vraie réflexion de fond, et qu'il n'y a pas que de la certification, mais en même temps, certification, normage, si le mot existe, je pense que j'ai fait une petite déclinaison malheureuse, et toute mécanique de mesures qualitatives, quantitatives, reporting extra-financier. Tu as raison de le souligner, nous sommes dans un pays démocratique, on n'est jamais à l'abri de rien, et que si au moins effectivement le lieu de travail est un lieu de sécurisation pour les salariés, pour les agents et pour les fonctionnaires, c'est en tout cas un engagement que l'État peut tenir à travers effectivement les labellisés ou pas labellisés ou sur d'autres normes. Je rappelle qu'on avait sorti une norme AFNOR il y a quelques années aussi sur la gestion de la diversité, la question de la mesure. On voit bien qu'aujourd'hui, sur cette table ronde, on a abordé des sujets un petit peu touchy sur la question des statistiques, entre autres, qui ne sont pas réglées, mais en même temps, voilà, la question de si je ne mesure pas, comment je peux progresser. Donc comment, sans contourner, en étant protecteur du droit de l'individu, comment effectivement réussir à dépasser tous ces clivages, et c'est quelque part un peu fantasme issu de notre histoire. Je voulais d'abord qu'on remercie tous nos intervenants et nos intervenantes. Bon, moi, j'avais une parfaite parité, mais je n'y suis pour rien. Et je vais... Alors, on va peut-être rester du coup à la tribune pour garder le timing. Donc, Jean-Marie Marx, je vous invite à venir du coup à la tribune. Vous êtes le haut-commissaire aux compétences et à l'inclusion par l'emploi. Vous noterez qu'on rajoute le mot inclusion. Et c'est clair que je vais faire un petit emprunt trouvé sur Internet. On ne sait pas très bien qui est à l'origine, mais la différence entre la diversité et l'inclusion. La diversité, c'est inviter au bal. L'inclusion, c'est inviter à danser. Ben, bravo. Marx, je n'y suis pour rien. Je ne fais que recopier. Merci pour cette introduction. Monsieur le défenseur des droits, cher Jacques Toubon, monsieur le commissaire général en stratégie, madame la présidente de Vigéo, chère Nicole Notat, monsieur le directeur général de l'AFNOR, mesdames et messieurs les membres de la commission du label diversité, mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs les représentants des organismes labellisés, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord excuser madame la ministre, donc Muriel Pénicaud, que je représente ce soir, qui malheureusement est retenue, mais je pense que tout le monde ici dans cette salle connaît son engagement en faveur de la diversité et de l'égalité professionnelle encore récemment au travers de la mise en place de l'index. Je pense que, et en tant qu'ancienne DGRH également, elle a porté haut et fort ces questions de diversité et d'égalité professionnelle. Donc, j'allais vous dire que je suis très heureux effectivement d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer les 10 ans, alors j'ai compris 10 ans, 11 ans, du label diversité. Heureux aussi en tant que copilote avec
de la fonction publique de ce label au niveau des ministères sociaux. Donc c'est un point effectivement important, et de partager et clôturer ce moment avec vous et ceux qui ont participé donc à sa création, ceux qui ont fait vivre aussi ce label, et les membres de la Commission nationale, et bien sûr vous tous et toutes, entreprises privées, administrations, organismes publics, qui êtes effectivement engagés. Grâce à vous, la lutte contre les discriminations dans l'emploi se développe, et les discriminations, j'allais dire reculent, commencent à reculer parce qu'il y a encore un énorme travail à faire. Grâce à vous aussi, le label diversité s'épanouit, continue effectivement à se développer. Je voudrais saluer d'ailleurs l'engagement dans la durée de beaucoup d'entre vous, de beaucoup d'entreprises, d'administrations qui se sont engagées et qui en sont déjà des fois au 3e renouvellement du label diversité. Et je sais, je connais un peu l'AFNOR et AFNOR Certification, ce travail effectivement de reconnaissance en termes de label et de certification représente pour les entreprises et les structures qui l'ont obtenu. Donc un grand nombre d'entre vous donc, en sont déjà à leur 3e renouvellement. Cela conforte aussi la valeur d'accompagnement au changement et à l'évolution des pratiques que porte le dispositif de labellisation. Cela vient d'être effectivement rappelé, et je pense que c'est important effectivement d'insister sur cette question aussi d'appropriation de cette démarche de diversité. Notons également que les organismes privés et publics labellisés, dont d'ailleurs un grand nombre d'organisations, souvent en réorganisation interne, ont continué à développer et à porter effectivement cette démarche. C'est un point important, là où souvent on a tendance peut-être des fois à abandonner. Nicole Lotta vient de le dire à l'instant d'ailleurs, on ne recule pas avec le label diversité, on continue, et c'est un point effectivement important, on s'engage effectivement dans la durée. J'ai eu l'occasion de le dire, je remettais effectivement les labels diversité le 8 octobre dernier lors de la cérémonie donc, qui s'est tenue à Bercy, auprès d'une quinzaine de nouveaux labellisés. Je suis en tant que haut-commissaire auprès de Muriel Pénicaud en charge, c'est vrai, de l'investissement dans les compétences et de l'inclusion donc par l'emploi, particulièrement attentif aux questions effectivement donc d'accès à l'emploi et finalement les questions aussi toutes les questions de la diversité à l'intérieur une fois qu'on est en emploi, parce que ça ne s'arrête pas donc à l'accès à l'emploi. Donc depuis 2008, l'importance de l'enjeu de la lutte contre les discriminations en général et dans l'emploi en particulier n'a pas été démenti. Et je sais que le défenseur des droits, Jacques Toubon, l'a malheureusement encore rappelé tout à l'heure, les questions de discrimination dans l'accès à l'emploi ou dans l'emploi restent en effet au premier rang des discriminations ressenties ou vécues par nos concitoyens. Il faut donc continuer d'agir contre toutes les formes de discrimination et encourager les démarches engagées. Il faut aussi embarquer, bien évidemment, de nouvelles volontés. Je vais dire à ce stade, je voudrais dire quelques mots en disant qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans la situation où l'économie crée de l'emploi, 200 000 depuis le début de l'année, 500, 600 000 depuis effectivement 2 ans, 2 ans et demi. Donc, un contexte favorable finalement à l'insertion et à l'inclusion effectivement d'un plus grand nombre, y compris des personnes peut-être victimes de discrimination et plus éloignées du marché du travail. Les questions de difficultés de recrutement sont présentes. Et j'allais dire, la France, le pays a besoin de l'ensemble, effectivement, des talents, que ce soit les jeunes. Et beaucoup de jeunes sont ni en emploi, ni en formation. 1 million, plus d'1 million, effectivement, de NEET, mais également de personnes en situation de handicap et de personnes, effectivement, donc discriminées. Donc le sujet est important. Et je voudrais insister sur plusieurs points. Tout d'abord, effectivement, sur l'amont de l'accès à l'emploi. Je crois que les sujets, effectivement, de discrimination, ça commence au collège. Peut-être même déjà avant d'ailleurs, mais en tout cas au collège, au moment de l'orientation, au moment de rechercher un stage de 3e. Et c'est tout l'effort fait actuellement par le gouvernement pour permettre l'accès au stage à des jeunes issus des quartiers prioritaires, par exemple, de la politique de la ville. C'est aussi, par exemple, l'accès à l'apprentissage. Seulement 1% ou 2%, effectivement, des apprentis sont des personnes en situation de handicap. 5 ou 6% sont originaires des quartiers de la politique de la ville. Et on sait très bien qu'ensuite, tout le déroulement professionnel en pâtit. Je crois que le rôle des pouvoirs publics, il est de créer des conditions favorables à cette insertion du plus grand nombre, et en tout cas dans la diversité. Et c'est ce que nous portons également au niveau du plan d'investissement dans les compétences, et en mettant en place des passerelles, des préparations
à l'insertion dans l'emploi. Il ne suffit pas de décrocher un contrat d'apprentissage, il faut aussi que ce contrat d'apprentissage ou cet emploi soit finalement durable. Donc il y a tout l'effort, j'allais dire, en amont qui nous paraît également important. Et de manière plus générale, ce qui est important, c'est bien évidemment de mobiliser, vous l'êtes bien évidemment dans cette salle, mais l'ensemble effectivement des entreprises sur ces questions de diversité, de discrimination bien évidemment, et d'insertion donc dans l'emploi. Et c'est ce que nous faisons également au travers de la démarche de mobilisation des entreprises inclusives. Je veux aussi me réjouir qu'aux côtés des grands groupes et des entreprises intermédiaires, de plus en plus de petites entreprises sont partie prenante dans cette démarche. Et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, près de 50% des entreprises et administrations donc labellisées sont des organismes de moins de 250 salariés. Je pense que c'est important effectivement de le rappeler. Si ce constat donc est encourageant, nous devons continuer de nous interroger sur ce qui permettrait à ces entreprises de s'engager en plus grand nombre, car faut-il le rappeler, elles constituent l'essentiel du tissu économique français, d'où l'importance des questions qui viennent d'être évoquées par le directeur général d'ailleurs de l'AFNOR. Il y a des questions effectivement d'adaptation du cahier des charges, d'accompagnement du diagnostic, de faire évoluer le cahier des charges, l'adapter aussi aux nouvelles contraintes, celles de l'intelligence artificielle, celles des nouvelles méthodes de sourcing, qui sont un élément extrêmement important. Il s'agit aussi donc de le simplifier. Donc ce sont des sujets qui sont d'ores et déjà repérés par les administrations pilotes, les membres de la Commission nationale et AFNOR Certification. Faciliter les candidatures au label diversité, oui, mais en conservant le même degré d'exigence dans son attribution, bien évidemment. Nous devons également donc promouvoir davantage cet outil vertueux et offrir une visibilité plus grande aux organismes donc engagés. Parce que les ambitions du gouvernement sont fortes en la matière, lutter contre les discriminations, de promotion, de l'égalité et d'inclusion dans l'emploi. C'est-à-dire plusieurs éléments effectivement importants ont marqué le paysage ces derniers mois. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, qui fait de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes en entreprise une obligation de résultat. Et c'est un point essentiel avec la publication donc d'un index, plus de 1000, plus de 250. Et effectivement, le processus est aujourd'hui bien ancré dans le paysage. La mobilisation, comme je viens de le dire, des entreprises en général, des entreprises inclusives. Plus de 7000 entreprises aujourd'hui sont engagées dans la France s'engage. Et c'est un point bien évidemment important, mais il y a à continuer cet effort en matière effectivement de l'inclusion. On n'en est qu'au début, puisque le nombre d'entreprises reste encore important. Et je me rends compte en me déplaçant beaucoup pour le lancement de ces clubs territoriaux dans tous les départements, que beaucoup d'entreprises sont encore loin du but en matière effectivement d'inclusion, voire même d'appui, de connaissance de l'appui des différents efforts de l'État. Et puis bien évidemment, c'est le pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, cher Nicole Notat, et aussi le fait de reconnaître aux entreprises un intérêt effectivement social. Donc autant d'éléments qui, je crois, sont importants et qui participent finalement à la politique menée par le gouvernement. Donc l'inclusion dans l'emploi est plus que jamais un enjeu de cohésion sociale, à l'heure où cette même cohésion sociale est interrogée. C'est aussi un enjeu économique et un enjeu de performance pour les organisations, comme on le sait. Je ne peux donc que vous féliciter et vous encourager, au nom du ministère du Travail et de la ministre, à poursuivre la promotion de la diversité. Dans le même temps, et cela a été partagé cet après-midi, le label diversité, c'est vrai, doit être en phase avec la réalité des organisations et des enjeux de notre société, et c'est ce qui vient effectivement d'être rappelé. Pour le passé donc, et pour l'avenir, je tiens donc à remercier l'ensemble des organisations et avec elles des personnes qui contribuent à faire vivre ce label diversité au sein de la commission donc, de labellisation, donc les partenaires sociaux, l'association nationale, la NDRH, dont je salue d'ailleurs les animateurs présents, les animatrices présentes cet après-midi, mais également donc, ces experts ainsi que les représentants de l'État qui sont engagés avec cette mention toute particulière pour AFNOR Certification qui assure à nos côtés, avec rigueur et écoute, à la fois l'ingénierie, la coordination et le développement du label. Et bientôt, bien évidemment, je l'ai bien compris, son évolution. Donc beaucoup de chemin a été parcouru depuis 2008, mais la question de la diversité, des discriminations
et de l'inclusion restent des questions bien évidemment d'actualité. Je ne doute pas que nous saurons collectivement, dans le cadre des travaux à venir, proposer des pistes d'ajustement et d'évolution à ce dispositif unique pour qu'il demeure innovant et qu'on continue effectivement à poursuivre son développement, y compris s'il le faut, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, au niveau international. Merci en tout cas pour votre implication à tous. Bien. Eh bien, écoutez, on a terminé. Alors, si, une remarque, non? Ah non, il y a encore une petite annonce. Ah, mais oui, Encore tu as une raison. petite annonce. On ne va pas se quitter comme ça. Donc déjà, voulez vous remercier pour votre patience, puisqu'on vous a enlevé la pause de façon tout à fait sournoise. Mais c'était pour pouvoir tenir à peu près notre timing et surtout pouvoir laisser la place aux échanges, parce qu'on vous a aussi un petit peu frustré, certainement, si vous aviez des questions à poser à cette table ronde. Mais comme on poursuivra les échanges, je l'espère, tous ensemble au cocktail qui est organisé, vous avez des personnes pour vous emmener vers ce cocktail, mais surtout, n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ont un vestiaire, de le récupérer avant de vous diriger vers la salle de cocktail. Merci encore à toutes et tous, et surtout un merci tout particulier aux équipes de la DGAFP, de la DGEFP notamment, qui ont CGT et du groupe et le groupe de travail, et ils sont très nombreux, mais en tout cas toutes nos pensées, parce que c'était un très très gros travail, et je pense qu'on a aujourd'hui réussi à fêter dignement ces 10 ans du label diversité. On espère que dans les 10 prochaines années ça sera encore mieux et qu'on sera encore plus nombreux. Merci.